Nouveau rendez-vous de votre émission Débat 100% Bénin. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Dégel de la crise au niveau du secteur de la justice, la trêve n'aura été que de très courte durée. Depuis lundi, les magistrats observent à nouveau un mouvement de débrayage, mais cette fois de 5 jours renouvelables par tacite reconduction. La goutte d'eau ayant cette fois-ci fait déborder le vase, les défalcations sur salaire suite aux grèves perlées récemment initiées. Ce qui est perçu comme un coup de boutoir n'aura malheureusement pas affecté que les hommes de la justice. Les responsables des centrales et confédérations syndicales en reviennent à peine. Bon nombre de leurs syndiqués, les enseignants en l'occurrence, auraient également subi le même sort. Du coup, les négociations gouvernement central et confédérations syndicales ont du plomb dans l'aile. Et la paralysie du secteur de l'éducation continue son chemin comme si de rien n'était. Défalcation sur salaire au Bénin pour faire de grève sous le régime talon, de l'équité ou de la provocation. Tel est, mesdames, messieurs, le thème au menu de notre émission du jour. Pour mener les débats en notre compagnie, deux observateurs de l'actualité sociopolitique. À ma gauche, Laurent Delors-Faton. Il est doctorant en communication. Laurent Delors-Faton, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de nous rejoindre une fois de plus. Plaisir renouvelé. Plaisir partagé aussi. En face de lui, un homme qui ne passe pas par ici tous les jours, mais qui une fois encore a bien voulu nous accompagner. L'homme à qui l'on doit le fameux essai, la soif du pouvoir. Anno-Éric Aguenounon, écrivain, essayiste, professeur et directeur des études au séminaire propédeutique du Misrité. Il est prêtre de l'archidiocèse de Cotonou. Anno-Éric Aguenounon, bonjour. Bonjour, Joël Tondi. Merci pour la disponibilité. C'est moi. Ce n'est pas évident, c'est heureux de vous savoir toujours disponible chaque fois que le besoin par ici se pose. L'accalmie, elle n'aura été que feu de paille au niveau de la maison justice. Les tribunaux sont à nouveau paralysés aux grandes dames des justiciables. À l'origine de ce nouveau mouvement de débrayage, la défalcation sur salaire opérée par le gouvernement. Je me retourne vers Anno-Éric Aguenounon. L'Union nationale des magistrats du Bénin a à nouveau dégainé le fameux outil de grève, et cette fois-ci pour des raisons qui ne sont plus à évoquer, la défalcation pour faire de grève. Cette nouvelle donne, comment l'observez-vous? Je vous remercie pour la question. Je dois dire que dans la motion de grève des magistrats signée de M. Adjaka à la date du 23 février, nous relevons des matériaux de réflexion et d'analyse. Et le premier matériau, c'est la violation de l'article 25 dont il parle, alinéa 1er de la loi numéro 2021-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin. Les magistrats sont des hommes de droit, et en évoquant cet article-là, ces hommes de droit disent clairement leur volonté de continuer la grève parce qu'ils se sentent davantage frustrés, parce qu'ils sont partis de combat en combat. Mais au-delà de cette loi, de cet article, il faudrait que nous prenions la mesure de la situation avec davantage de hauteur. Il ne s'agit pas d'un combat juridique, il ne s'agit pas que d'une défalcation de salaire, mais c'est le travail humain au Bénin qui est en question. Comment le travail humain est-il valorisé? Comment le fonctionnaire salarié est-il perçu aujourd'hui, à notre époque,
parce que nous avons aussi des salariés qui sont des mercenaires. Et donc la question... Des salariés mercenaires. Oui, des salariés mercenaires. C'est-à-dire que toutes les personnes qui, aujourd'hui et à l'heure actuelle, sont venus de l'Occident, c'est vrai, ils sont béninois et qui sont embauchés et à grands frais. C'est vrai que leur compétence est recherchée. Mais il y a une question d'équité, de justice sociale qui s'oppose. Il ne faut pas opposer des Béninois autochtones, salariés fonctionnaires de l'État, et les opposer à ces mercenaires béninois qui sont là. La situation qui prévaut actuellement appelle tous ces éléments. Oui, tous ces éléments sont dans le panier. Tous ces Il ne faudrait pas les négliger. Laurent Delors Faton, voilà les magistrats qu'on n'attendait pas forcément là, qui une fois encore dégainent. Mais c'est vrai, ils avaient annoncé en déposant les armes, si éventuellement cette menace qui planait était mise à exécution, rien ne pourra les empêcher d'aller une fois encore en grève. Et c'est ce à quoi les justiciables assistent actuellement. Je suis très heureux de me retrouver sur ce même plateau autour de la même question. Parce que, qu'ils vous souviennent, le 29 décembre passé, nous avons fait un débat sur la question au moment où le droit de grève a été retiré aux magistrats, à certains corps de métier au Bénin. Et j'avais dit dans le jour que si éventuellement on commençait l'année nouvelle avec les grèves, c'est que l'année sera une année cachée. Et malheureusement, on a commencé. C'est comme si mon cri de détresse ou bien mon alerte n'a pas été suivi. Et on n'a rien fait pour que la crise naisse. Elle est née. Mais quand elle est née, on a semblé que le retrait ou bien la suspension de la motion de grève des magistrats était déjà une fin en soi. Alors que ce à quoi nous assistons, nous sommes dans une crise systémique qui a commencé depuis un temps et que personne ne veut vraiment analyser de fond. Tout le monde reste à la superficie et on spécule sur la situation, alors que ce que nous vivons est une situation sérieuse sur laquelle les gouvernants et même tout Béninois devraient y réfléchir. Aujourd'hui, la crise systémique à laquelle nous assistons s'est transformée en un conflit, je dirais bien, en une guerre psychosociologique. Et je m'explique. Le gouvernement est dans une posture psychologique. Le gouvernement est stressé par rapport à un mandat, par rapport à une promesse, par rapport à un programme à faire exécuter. Et face à cet impératif, le gouvernement ne veut pas se voir lésé. Le gouvernement voudrait que toute la société et surtout les travailleurs l'accompagnent obligatoirement à atteindre cet objectif. Et c'est un problème psychologique que vit le gouvernement. C'est un stress pratiquement. Et de l'autre côté, les travailleurs sont dans une posture sociologique. Pour eux, ça ne se passe pas ainsi au Bénin. Au Bénin, on ne gouverne pas sans eux. On ne gouverne pas contre eux. Et on ne leur arrache pas le droit de grève, on ne leur fait pas défalcation. Parce qu'ils vous souviennent, par le passé, toutes les défalcations qui ont été faites au temps du gouvernement de Boni Yayi ont été rétrocédées. Ça veut dire qu'il y a un contexte sociologique sur lequel les travailleurs s'appuient. Mais le gouvernement tient seulement un raisonnement purement psychologique. Alors, un contexte dont vous parlez, sociologique, un gouvernement dans une posture psychologique de maillon essentiel, quand on parle aussi de situation de crise. Mais la question que beaucoup se posent et que le gouvernement a évoquée, je me retourne là vers Eric Cano, lorsqu'on ne travaille pas, c'est quand même une évidence. On n'a pas droit au salaire. Le gouvernement l'a brandi. Quant à la thèse que vous évoquez, à savoir cet article que le président de l'UNAMA a évoqué, le gouvernement rétorque qu'il n'y a nullement violation. Puisque, bon, rappelle-t-il ou souligne-t-il, à tort ou à raison,
La motion n'a pas été portée à l'attention du gouvernement, celle qui a conditionné les grèves pelées auxquelles on a assisté un peu plus tôt, n'a pas été portée à l'attention du gouvernement dans les délais impartis. Le contenu non plus. Finalement, ça ressemble plutôt à un jeu de ping-pong où les responsabilités sont à nouveau à situer. Nous sommes dans un combat juridique et il faut le rappeler, la loi est à la fois l'ange et la bête. L'ange au titre d'ange gardien. Dans le contexte autrefois grec, dans ce contexte grec-là, l'homme politique doit être philosophe. Ce qui signifie que il doit y avoir l'amour de la sagesse et la sagesse de l'amour qui doit sous-tendre la loi. C'est-à-dire, et quand la loi, simple, en termes simples, quand une loi est au service de l'homme et de tout l'homme, et quand la loi doit valoriser l'homme, du coup, elle devient un ange. Mieux, un ange gardien. Mais lorsque la loi est une bête, ça veut dire que la loi, elle est taillée sur mesure. Et du coup, cette loi taillée sur mesure devient une loi comptant pour assujettir. On veut gouverner par la force de la loi. Et ce gouvernement de la force de la loi devient un gouvernement dictatorial. Donc, une dictature démocratique. Et donc, nous sommes dans cette sphère-là où il y a ce combat juridique. Chaque camp va donner ses arguments qui vont tenir. L'autre camp va donner les arguments. Mais au-delà de ça, il faudrait aller plutôt vers la philosophie du droit. Et c'est la philosophie du droit qui nous fait comprendre que une loi doit être soutenue par l'amour de la sagesse et la sagesse de l'amour. L'amour de la sagesse et la sagesse de l'amour, ça fait un peu de trop. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu pour le cas d'espèce de faire? La sagesse de l'amour, l'amour de la sagesse, qui va devoir l'appliquer? Dans les deux cas, que ce soit la sagesse de l'amour ou la sagesse de l'amour, dans les deux cas, l'amour de la sagesse et la sagesse de l'amour doivent être entretenus, doivent toucher chaque catégorie pour que et travailleurs et dirigeants puissent aller au consensus. Sans aller au consensus, on ne peut pas s'en sortir. Il faut aller au consensus. Et le consensus aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Nous avons une sociologie politique. Nous avons une sociologie syndicale. Et autrefois, on a toujours eu des grèves. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand les centrales syndicales vont en négociation, ils reviennent à la base avec des promesses. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas de promesses. Aujourd'hui, ils rencontrent une fermeté. C'est vrai que les travailleurs, les fonctionnaires sont une minorité. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Cette minorité-là, on peut la contourner. Et cette minorité brandit maintenant le droit de grève parce que cette minorité se sent contournée. Et ce n'est pas étonnant. Nous parlons de Bénin révélé. Mais lorsqu'on joue sur le facteur défalcation où chacun est presque campé sur sa position, comment le dialogue devient-il possible? La question de la défalcation doit être résolue. On a défalqué. Mais si ce n'est pas résolu, et le gouvernement a certainement la réponse, le gouvernement a certainement la solution. De la même manière,
il faut tenir compte aussi de la douleur que les travailleurs vivent. C'est vrai que la douleur des populations, des élèves est plus grande. C'est vrai que la douleur des malades ou de tous ceux qui sont victimes de cette grève-là, cette douleur-là, elle est immense. Mais juste là, cette grève-là n'a pas quitté le carreau de la légitimité. Le carreau de la légitimité, mais qui pour trancher, si ce n'est une fois encore, les institutions à même de dire le droit. Pour l'instant, le gouvernement a en face de lui ceux-là appelés à dire le droit et donc difficile de trancher tout de suite dans le vif de leur faton. Alors, l'issue probable reste quoi? Ce que disait tout à l'heure l'abbé Eric est que il ne faut pas vouloir régler ce problème par le droit. On n'est plus à une phase où il faut régler la crise par le droit. Donc vous ne leur demandez pas de saisir des institutions compétentes? Ce n'est plus une question de droit. On a quitté la question de droit depuis longtemps. Depuis le moment où il y a une crise de confiance entre les deux acteurs. Parce qu'aujourd'hui, les deux acteurs, qu'on ne le veuille pas, chacun fait une preuve de mauvaise foi, je dirais. Parce que quand on voit le gouvernement, les centrales syndicales l'accusent de mauvaise foi. Mais les centrales syndicales aussi, ils ne vont pas à la négociation avec une bonne foi. Parce qu'eux-mêmes se disent, les vis-à-vis que nous avons en face de nous ne sont pas de bonne foi. Et chacun, de son côté, se regarde avec méfiance. Et dans la situation, la dévacation est intervenue. Et vous avez vu, le débat se fait sur le plan juridique. Alors qu'on a déjà dépassé ce niveau de début. Aujourd'hui, pour régler la situation, qu'on le veuille ou pas, le gouvernement fera profil bas. Le gouvernement fera profil bas. Pourquoi pas les travailleurs? Les travailleurs ne feront pas profil bas parce qu'actuellement, il y avait une motion de grève qui était en cours. Et il y avait des revendications qui étaient là, auxquelles on n'a pas touché. À ce jour, on n'a pas encore touché aux revendications. Et on augmente la tension. L'idéal recommande que le gouvernement ramène la balle à terre complètement et que les dévacations soient rétrocédées. Et ce n'est qu'à cette condition que les négociations pourront commencer à nouveau. Mais quand le gouvernement n'aura pas ramené la balle à terre au niveau des dévacations, je ne vois pas les centrales syndicales démordre. Ramener la balle à terre, Eric, est-ce au gouvernement qu'il faut le demander? Tous les partis, les deux partis en question sont appelés à la négociation, sont appelés à faire un effort. Parce que il faut sauver le travail humain. Il s'agit de sauver le travail humain. D'une part, le travail humain valorise l'homme. Et c'est le travail humain qui fait advenir l'homme dans une cité. Sans le travail humain, l'homme ne se réalise pas. Et l'employeur, qui est le gouvernement, cet employeur-là donne la crédibilité et la légitimité à un travail. Et depuis, il n'y a pas de travail. Alors, la question fondamentale est de trouver l'issue à la crise, non pas seulement au niveau des revendications, mais il faut aller plus loin au niveau des revendications et aller dans l'intérêt, dans le sens de l'intérêt général, dans le sens du bien commun. Aller dans le sens du bien commun, c'est l'autre paire de manches qui sera peut-être tranchée dans les tout prochains jours. Mais pour l'heure, l'issue ne semble pas encore bien se dessiner. Et chacun va son chemin, tenant à ce qui, pour lui, est une évidence. De leur façon, déjà, les conséquences de ce bras de fer sont là, palpables. Pour le cas de la justice, ce sont les justiciables qui en font les frais. Et quelle lecture peut-on en faire conséquemment? Il n'y a pas que les justifiables qui en font les frais. L'État aussi en fait énormément les frais. Parlons-en. Parce que les justiciables, qu'on le veuille ou pas, ceux qui sont en prison, et nous connaissons des cas aujourd'hui atypiques, qui sont en prison dont la situation est aussi source de tension dans le pays.
et des personnalités, bien des personnes dont la justice devrait décider du sort depuis, mais à cause de la grève, ceux-là, on n'a pas pu avoir de décision. Je prends le cas Métoyon et d'autres cas. Ici, la grève devrait continuer. Ces personnes qui sont jetées en prison et dont la position de prisonniers envenime la situation, on ne connaîtra pas d'ici peu le sort. Et c'est grave. À côté de ceux-là, il y a quand même la population en général, ceux qui ont besoin d'un simple casier judiciaire, ceux qui ont besoin d'une décision de justice pour sortir de prison, ceux qui ont des affaires pendantes devant la justice. Mais en dehors de cela, il y a aussi l'État. Parce que les affaires, pour que les affaires prospèrent dans le pays, il y a des moments donnés des hommes d'affaires qui ont besoin de simples papiers, de décisions pour pouvoir faire tourner les affaires. Et tant que ceux-là ne vont pas faire tourner les affaires, l'État dont l'assiette fiscale, dont les recettes sont purement de ressorts de l'assiette fiscale, ne trouvera pas les ressources pour pouvoir accomplir les missions ou bien faire réaliser ces programmes. Et que même si on regarde la population de manière générale, il faut qu'on regarde l'État. Parce que tant que les affaires ne vont pas tourner, que l'État n'aura pas les moyens, on ne pourra pas faire face aux obligations régaliennes, on ne pourra pas réaliser les programmes dont on nous parle. Ça veut dire que cette situation de retour à la crise ou bien à la grève ne profite à personne. Pas à l'État, pas aux populations et même pas aux magistrats. Parce que, comme tout à l'heure disait l'abbé Eric, le travail, la valeur du travail. Ceux qui sont magistrats et qui font un travail, ils n'iront pas au travail. Et quand vous n'allez pas au travail, vous êtes oisif. Et l'oisiveté est toute une source de vice. Et quand ils seront à la maison, ils ne seront pas à l'aise. Ils ne seront pas productifs. Et ils feront quoi étant à la maison du moment où leur travail habituel est dans les tribunaux au niveau de la justice. Ils sont à la maison. Et qu'il y a un problème aussi qui se pose à leur niveau. Et je ne pense pas que c'est de fierté qu'ils soient aussi à la maison. Et actuellement, ce que nous vivons, parce que la justice est au cœur de tout système étatique. C'est un centre névralgique de fonctionnement d'un État. Et si c'est ceux-là qui sont en grève, il y a un problème qui se pose. Et le problème qui se pose est profond. Mais quand on laisse les hommes de la justice, il y a toujours ce doute qui plane par rapport à l'année blanche. On reviendra, ça c'est l'autre paire de manches, rencontre syndicats, gouvernement. Abbé Eric, quand on reste au niveau de la maison de justice, une paralysie, une nouvelle pour 5 jours, a-t-on annoncé renouvelable par tacite, reconduction. Et pour l'instant, le bout du tunnel reste encore peu perçu. Quelles sont, à votre avis, les conséquences immédiates que pourrait avoir ce nouveau mouvement de débrayage dans un contexte, votre vis-à-vis a commencé par le rappeler, où les défis sont quand même énormes pour le gouvernement? Les défis sont énormes pour le gouvernement, mais il faut aller en amont. En amont au Bénin, il faut le constater, il faut le dire, nous aimons la politique de dénigrement. On se dénigre mutuellement. Et dans un contexte de dénigrement, il est difficile de s'en sortir. Et on ne peut pas mesurer la douleur, on ne peut pas mesurer les inconvénients de ce qui se passe. Dans les deux camps, il y a un manque de discernement. Parce que l'un et l'autre se combattent sur le plan juridique. Et du coup, sur le plan juridique, il y a des personnes qui seront en prison encore, qui seront là. Les procès iront de report en report. Et nous savons que nous aimons humilier les gens. Il y a ce système d'humiliation. Il y a ce système qui consiste... Donc, la grève source d'humiliation, mais non, de façon indirecte, c'est ça? Non, ce n'est pas la grève qui est source d'humiliation. C'est-à-dire que quelqu'un qui est déjà incarcéré, c'est une humiliation. Oui. Du point de vue psychique, psychologique, il reçoit un coup. Et plus la grève perdure, plus cet état d'humiliation continue pour ces détenus-là. Alors qu'une affaire qui va en justice doit être traitée
dans un délai donné. Sinon, les dossiers s'entassent, Mais comme ils sont dans les deux camps en situation de combat, en situation de lutte juridique, leurs yeux ne voient pas. Et donc, dans un État, il faudrait d'autres corps constitués, d'autres organes de contre-pouvoir pour réagir. Mais quand il n'y a plus d'organes de contre-pouvoir pour réagir, pour venir comme médiateur, alors tout est paralysé. Donc c'est pour cela que dans un État démocratique, il faut laisser la place à chaque organe de l'État, à chaque institution de l'État de jouer son rôle de contre-pouvoir. Qu'est-ce qui vous amène à dire qu'il n'y a plus d'organes qui puissent, dans le cas d'espèce, intervenir et faire, si c'est le cas, ou si c'est ce dont on a besoin, faire entendre raison à chacune des parties? La situation nous a montré au tout début, ou du moins à mi-parcours, qu'on a voulu tenter d'arracher le droit de grève. C'est vrai que la Cour constitutionnelle est intervenue, mais cette psychose-là est toujours en place. Notre Parlement aujourd'hui, nous savons quelle est sa coloration. Et nous savons que au Bénin, et comme en Afrique, quand un gouvernement en place, la balance du côté de la mouvance, elle est lourde. Et l'opposition est toute fragilisée et frêle. Donc, du coup, toutes les institutions regardent dans le même sens. Alors, dans ce cas, qui va intervenir? La médiation viendra de qui? Et donc, comme il n'y aura pas de médiation, ou il n'y aura pas de médiateur, il faudrait que chaque partie réfléchisse et aille à la table de dialogue et aille vraiment trouver un consensus. Que chaque parti aille chercher au fond de lui-même ce sens de fierté pour peut-être aider à couper la poire en deux. Dans le cas d'espèce, pourrait-on obtenir une issue à cette situation dans une telle démarche? Peu probable, peut-être les prochains jours nous situerons davantage. Mais pour l'heure, ce qui est une évidence, c'est que la rencontre du gouvernement central et confédération syndicale a aussi du plomb dans l'aile. Et ce, du fait de cette même défalcation, même si les négociations proprement dites elles-mêmes n'ont pas commencé. De lors, Faton, sur ce point, comment espérer la relance des négociations à ce niveau? Les ententes sont assez claires. Tant qu'il n'y a pas de rétrocession, il n'y a pas poursuite de négociation. Et la posture est tranchée. Et dans cette situation, même si les institutions sont aujourd'hui très peu crédibles, il y a quand même dans ce pays des gens qui ont encore un peu de crédibilité. Et aujourd'hui, je ne vois pas les deux acteurs s'entendre sur le minimum. Il faut un arbitrage. Il faut un arbitrage. Et l'arbitrage ne viendra pas des institutions. Ça viendra de qui? Elle viendra d'autres corps constitués de la société, qui ne sont pas les institutions. Elle viendrait peut-être des sages de la République. Et nous en avons. Il faut que d'aucuns diront que la situation n'est pas encore alarmiste pour qu'on aille vers cette solution. Mais je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas que les acteurs se regardent de manière eux-mêmes. Il ne faut pas qu'ils restent dans leur posture et ne pensent qu'à eux seuls. Il faut qu'ils dépassent un peu leur ego personnel pour voir le Bénin. Parce que si la situation s'envenimait, on ne sait pas vers quel horizon elle pourrait nous conduire. Alors dans cette situation, il serait préférable que si ce n'est pas de manière automatique, il serait quand même préférable que certains acteurs s'auto-saisissent du sujet et jouent le rôle de médiation. Et ces acteurs, on les connaît. Vous avez vu, depuis un temps, le chef de l'État a fait 1 an pratiquement où il gouvernait de manière isolée. Et il a compris, j'ose le croire, qu'il faut élargir la gouvernance
il a commencé par écouter, je dirais, les religieux. Certaines classes de la société béninoise qui ont un poids symbolique. Il a commencé par les écouter. Mais ce que j'aurais voulu, ce n'est pas ce que je vois. Il les écoute, non pas pour les associer à la gouvernance, mais pour les contraindre à suivre la gouvernance. Ce qui aurait été le contraire normalement. Actuellement, la situation demande que le chef de l'État s'ouvre et fasse appel à ces corps symboliques de la société pour qu'ils viennent et que pratiquement les acteurs se retirent et laissent ces corps constitués de la société jouer la médiation. Parce que ceux-là, qu'on le veuille ou pas, ils ont une charge symbolique et ils ont plus de crédibilité que les acteurs institutionnels que nous avons dans la société. Si par exemple, on trouve un mécanisme dans lequel on intègre le clergé, on intègre la communauté des musulmans, il y a une terminologie pour le désigner, et qu'on intègre les têtes couronnées, ou bien je dirais les dignitaires, et on trouve un mécanisme dans lequel on met ces acteurs symboliques de la société qui aillent rencontrer et le gouvernement et les centrales, à qui chaque parti exprime réellement ses problèmes et ses besoins et qu'ils rentrent dans la négociation. Je pense que ceux-là, de manière rapide, peuvent nous aider à décréter la situation. Mais au même moment, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a un agenda que le chef a, il y a des urgences, mais toute cette solution ou ces démarches à faire ne feront-ils pas perdre davantage de temps au gouvernement? Mais nous perdons déjà trop de temps. Et si on ne va pas à une solution alternative, on en perdra davantage. Nous sommes dans une direction où nous risquons de perdre toute l'année 2018. Parce que la défalcation n'est qu'un épiphénomène dans la crise où nous sommes. Les revendications sont encore intactes. On n'y a pas touché. Ça veut dire qu'on n'y a pas touché. C'est-à-dire que quand on aura résolu même les problèmes de la défalcation, on aura encore maintenant une autre situation à régler. Ce sont les revendications. Et vous savez que quand on prend par exemple les enseignants, le front est clair. Tant que nous n'avons pas les décrets d'application de notre statut particulier, on ne va pas démordre. Ah oui, c'est une situation très préoccupante à ce niveau, une brèche dans laquelle, vous permettez, je m'engouffre, oui, à Béric, au niveau des confédérations, il y a une bonne partie de leurs syndiqués et les travailleurs intervenant au niveau du secteur de l'éducation qui se sont sentis directement concernés, touchés par la situation de défalcation. Beaucoup ont vu leur salaire cisaillé, parfois de moitié, du tiers. Bon, quant à l'effectivité, c'est encore peut-être à vérifier, mais c'est ce qui se dit. Et aujourd'hui, ce qui est demandé, c'est que les fonds soient intégralement restitués avant de pouvoir enclencher toutes sortes de négociations. Et donc, pendant ce temps, l'école, qui entre-temps ployait sous le joug de la paralysie, continue d'avoir ses portes closes. Et les enfants déambulaient, pour ceux qui pensent qu'il y aurait peut-être un miracle, on voit ces enfants déambuler dans les rues et d'autres rester à la maison à longueur de journée. Pendant ce temps, le calendrier scolaire s'égrue. Cette situation me peine et me pèse. C'est une question de l'homme et c'est une question de conscience. Il faudrait que dans tout programme de gouvernement, de gestion de l'État, il faudrait que la personne humaine ait la place la plus essentielle. On ne peut pas atteindre un but de développement, en prenant la route du matérialisme. Il faut prendre la route de l'humanisme. Faites-vous clair? C'est-à-dire quoi? Quand ce qui préoccupe est totalement matériel, les routes, l'énergie, construire les hôpitaux, construire telle ou telle chose. Les stations balnéaires. Mais
quand vous avez tout ce programme touristique, tout ce programme économique, et que vous voulez contourner l'homme pour l'atteindre, ça ne marchera pas. Je prends un seul exemple, le domaine de l'agriculture. Notre agriculture est essentiellement tournée vers une production de rente. Et cette production de rente néglige et piétine tout effort de production vivrière. Et le Burkina est là pour nous alimenter en tomates, en pommes de terre. Jusqu'à quand? Quand nous prenons notre population, les fonctionnaires ne sont qu'une minorité. Ceux qui travaillent dans le secteur tertiaire, dans le secteur commercial, une minorité. Mais la forte population qu'il y a chez nous est agricole. Ce sont les petits commerces, les petites ventes. Comment mettre tout ce monde-là au travail? On ne peut pas remettre à demain à chaque fois. On va vous remettre au travail à demain. Vous allez bien manger demain. Mais non, il faut dès maintenant les mettre au travail. D'où l'ouverture des fermes agricoles dans le pays. Pas que le coton. Oui, ça c'est l'autre paire de manches que vous évoquez qui est essentielle. Mais sur la question aujourd'hui de l'éducation, le gouvernement en fait aussi sa priorité. Il a annoncé. Et la dernière fois, le chef de file de la délégation gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, pour ne pas le citer, l'a signifié. Il est venu avec des propositions concrètes. Mais les responsables des confédérations centrales ont estimé qu'il faut d'abord régler le problème de défalcation qui n'était pas à l'ordre du jour. Et donc, l'assise n'a pu se tenir. Le gouvernement a quelle part de responsabilité là? Il faut le dire, le débat n'est pas encore un vrai débat. Un débat sans consensus, sans céder quelque chose, n'est pas un débat. Mais quand on refuse de céder et quand on glose autour, parce que chaque fois, les syndicalistes disent mais les points ne sont pas abordés. Les points ne sont pas abordés. Les points ne sont pas abordés. Les primes, par exemple. Les primes ont été supprimées. En 2012, au moment où le régime défunt était encore là, il y a eu une étude commanditée par la coopération néerlandaise et exécutée par deux groupes Africa Label et le cabinet Afrique Conseil. Cette étude portait sur la rémunération, le système de rémunération de la fonction publique au Bénin. C'est vrai, cette étude a révélé qu'il y a beaucoup de primes. Je suis d'accord. Il y a des primes qu'on doit supprimer. Mais il ne faut pas supprimer toutes les primes parce que les primes constituent aussi un aide de guerre. On peut retenir 2, 3, 4 primes. Et ces primes-là seront cadrées, justifiées dans le budget de l'État. Et ces primes-là seront communes à tous les fonctionnaires. Cas, je pense qu'il faudrait que nous quittions le lieu de la radicalité et que nous allions vraiment à un lieu d'encadrement technique au service de l'homme et de la cité. Encadrement technique au service de l'homme et de la cité pour espérer une sortie de crise. On l'espère même pendant ce temps. Les enfants restent toujours à la maison, c'est vrai. La période actuelle est celle des congés de détente, mais rien à l'horizon n'augure de ce que juste après ces congés de détente, les enfants vont pouvoir retrouver la joie des salles de classe de leur faton et progressivement on tend vers des échéances de grandes compositions. Juin n'est plus bien loin. Les enfants ne sont pas en congé de détente. Ils sont en vacances. Parce qu'ils étaient en congé. Il ne faut pas ironiser. C'est la période actuelle et c'est des congés de détente. En congé début.
depuis que les grèves ont commencé, ils étaient en congé. Les renvoyer en congé, ils étaient toujours à la maison. Et on leur dit qu'ils sont en congé. Ce n'est pas qu'ils étaient au cours et qu'ils sont maintenant en congé. Ils étaient à la maison depuis. Mais ce qui me cœur est qu'on n'a pas pris conscience de ce qui s'est passé les années antérieures. L'abbé est un enseignant et il a au séminaire propédeutique ce qui est le bac chaque fois. Et il peut comparer le niveau qu'il a aujourd'hui par rapport au niveau qu'on n'avait pas le passé. Je suis à l'URC et je sais ce qui se passe quant aux promotions qui viennent chaque fois. Et vous allez voir que les saccages qui ont eu lieu pour faire de grève les années antérieures, en dehors du programme qui avait un problème sérieux et qu'on en parlait toujours, en dehors des enseignants dont le niveau commence par baisser, il y a aussi les grèves qui ont porté un coup sérieux à l'enseignement, ce qui a fait que les produits que nous avons dans notre système éducatif aujourd'hui sont des produits douteux, des produits dont la qualité inquiète chaque jour davantage. Et s'il faut continuer avec les grèves, c'est comme si on n'a pas conscience qu'il faut construire l'homme avant de construire le développement. On n'a pas conscience que l'homme est au centre de tout. Et tant qu'on n'aura pas des citoyens bien formés, bien construits, intellectuellement équilibrés, on aura beau se battre, on ne connaîtra jamais le développement. Et même si on connaîtra le développement infrastructurel, on ne connaîtra jamais le développement durable. Alors qu'aujourd'hui, on est en phase de développement durable humain. Vous tenez en partie le discours du chef de l'État qui dit que la grève n'est pas le chemin qui conduit au développement. Je ne suis pas le chef de l'État, mais entre la posture, entre les paroles et la posture, je constate malheureusement qu'il y a un écart très grand. Tenir un discours et poser un acte qui est contraire ne signifie apparemment rien et porte de discrédit sur celui qui tient le discours. Qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, le chef de l'État tient un discours, mais qui est aux antipodes de ce que nous voyons dans le pays depuis 2016. Et c'est là où je m'inquiète et je dis, est-ce qu'on a conscience que le Bénin a une phase décisive de son histoire? Parce que nous avons quitté un mandat de 10 ans où, de manière générale, le peuple a dit on n'en veut plus. Et on n'en veut plus, mais on a voulu avoir un nouvel espoir. Et cet espoir qu'on nous a projeté, qu'on nous a vendu, est en train de se tioler chaque jour davantage. Et au lieu qu'on remette au cœur des questions de gouvernance l'homme, au lieu qu'on cherche à projeter l'avenir, parce que c'est les enfants qui sont aujourd'hui victimes des grèves, ce sont eux l'avenir. C'est d'eux qui sera question. Tout ce qu'on va construire comme infrastructure, aujourd'hui, ce sont eux qui vont en profiter. Mais s'ils ne sont pas bien formés, s'ils n'ont pas l'éducation qu'il faut, ils ne pourront pas utiliser judicieusement ce qu'on fait pour eux. Parce qu'on investit dans l'avenir, c'est ce que le chef a dit. Nous investissons dans l'avenir. On veut construire le futur. Mais construire le futur avec des hommes mal formés, avec des hommes désarticulés, je me dis qu'il y a un problème de fond qui se pose au niveau de la gouvernance. Mais ce n'est pas seulement au niveau de la gouvernance. Parce qu'au début, j'ai dit, on a un problème systémique. Il faut que, de manière systémique, on voit de quel problème souffrons-nous au Bénin. Parce qu'on le veuille ou pas. Et ce que vous demandez, n'est-ce pas un peu de trop? Je le répète encore, on ne peut pas l'oublier, l'agenda est là, le chef de l'État a 5 ans, on est en 2018. L'année la plus indiquée pour le chef d'aller le plus rapidement possible avant de se faire rattraper par 2019, que vous connaissez être une date carrefour pour les échéances qui iront s'enchaînant. Là, qu'est-ce qu'il faut faire en urgence ou en priorité de l'ordre? La priorité, je l'ai dit tantôt, il faut qu'on trouve le point d'apaisement et qu'on reprenne les négociations et que les travailleurs aillent au travail. Oui, vous êtes enseignant. Il a souligné tout à l'heure, le constat aujourd'hui n'est pas des plus reluisants, à vous de le démentir, mais je sais que vous n'allez pas le démentir. Est-ce qu'il faut craindre avec l'allure que cette grève prend, surtout au niveau du secteur de l'éducation, une année de perdu? Je ne dirais pas une année blanche. C'est l'État qui est en position de force. Et dans une discussion, dans une dispute, il faudrait que l'une des parties ait raison gardée. Et si l'État est en position de force, et si l'État est garant de la souveraineté morale, il faut le dire,
un chef d'État, un gouvernement constitue aussi une personne morale. C'est fondamental. La personne morale ou la personnalité morale, ce ne sont pas que d'autres corps constitués du pays. Non, une personnalité morale est aussi un chef d'État. Et c'est important que l'exécutif en lui-même, constitué de personnes humaines, comme les syndicalistes, comme les enfants qui sont à la maison, comme les parents, doit faire son métanoïa. C'est important, cette conversion-là, cette remise en cause de l'intérieur. Ailleurs, le béninois brille, dans d'autres pays. Et pourquoi ici, ça ne marche pas? Il y a une question sociologique à régler, il y a une question d'apaisement à régler, et il y a une question d'orientation juridique. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est que nous sommes conscients qu'un dialogue est possible, et un dialogue consensuel. Et le plus fort face au plus faible, qui aura le premier pas pour céder? Qui aura le premier pas pour céder? L'abbé laisse plutôt la voie très ouverte de leur facteur en 30 secondes. Je demanderai simplement au chef de l'État qui sera le seul à répondre pour son mandat. Et que si la crise perdue au soir du 5 avril 2021, il répondra d'un mandat qu'il aura détruit et qu'il doit faire profil bas. Ce n'est pas une question d'ego, ce n'est pas une question de président, c'est une question de nation. Merci de leur facteur. Merci à vous, à Noéry Kaguelnon, mesdames, messieurs. Merci pour le numéro du jour. Ce sera tout. Je vous fais compagnie sur cette célèbre citation de l'ancien homme d'État sud-africain, l'inoubliable Nelson Mandela. Je cite: « Travaillons ensemble pour soutenir le courage là où il y a la peur, pour encourager la négociation là où il y a le conflit, et donnons l'espoir là où règne le désespoir. » Merci, mesdames, messieurs, pour l'attention. À demain.